Bon matin tout le monde, bienvenue à ce 28e épisode du Meeting des ventes du lundi. Mon nom est Simon Harvey et je suis consultant en stratégie et opération des ventes. Aujourd'hui, comme je l'ai annoncé, c'est le 28e épisode. On va parler des 28 qualités d'un vendeur selon un gars dont vous avez peut-être déjà entendu le nom, qui s'appelle Napoleon Hill, qui est un auteur des années 30, qui a écrit plusieurs livres qui sont des références dans le domaine. Donc, on va parler de ça. Pour ceux qui joignent à nous pour une première fois, tout d'abord, bienvenue. Merci d'être là en ce lundi matin. Euh, le principe est assez simple. On se rencontre tous les lundis de 8h à 8h30, 8h45 pour parler de vente, de développement des affaires, partager des trucs, nos bons coups, nos moins bons coups, et se craquer pour passer une bonne semaine en vente et en développement des affaires. Si vous avez des commentaires, des questions à faire, vous pouvez le faire par le chat. Vous pouvez aussi le faire au préalable par courriel à info@nomisco.ca. Ça va être confidentiel si vous le voulez à ce moment-là, il n'y a aucun problème. La semaine dernière, on recevait Axel Darcy voyons, parce que j'ai oublié le nom de l'entreprise, mais Axel était là pour nous parler des différences ou des similarités entre le développement des affaires en France et le développement des affaires au Québec. Super belle excusez, super belle rencontre. Très agréable. Comme vous voyez, j'ai aussi... le week-end a été difficile, je vous dirais. Belle crise d'allergie. Je sais pas pour vous, mais on dirait que le mix pluie-soleil, travailler dehors, j'ai le nez... j'ai été congestionné tout le week-end, mais ça semble être mieux ce matin. Donc, on va passer immédiatement au sujet du jour, qui sont les 28 qualités d'un bon vendeur. Dans le fond, moi, je lis, comme vous savez, régulièrement, je lis beaucoup. Dans les dernières semaines, j'ai un dossier à lire plus tard. Donc, des trucs, là, des PDF ou des bouts que j'ai lus, que j'ai ramassés sur le web, je mets ça de côté. Et je me suis assis dehors dernièrement, puis j'ai décidé, bon, je vais faire un peu le tour de ce que j'ai là-dedans. Et j'ai retrouvé un PDF sur les 28 qualités. C'est de Napoleon Hill, mais c'est Jeffrey Gitomer qui a écrit ça, qui est l'auteur de ce fabuleux petit livre ici, The Little Red Book of Selling, dont je vous ai déjà parlé. Donc, j'ai dit, ça pourrait être le fun de parler de ça. Puis sans m'en rendre compte, c'est tombé sur le 28e épisode, donc 28 en 28. Je vais être franc, je ne sais pas si je vais avoir le temps de passer au travers des 28. C'est quand même du stock. Comme vous savez, j'aime mieux quitter autour à 8h45 au plus tard, vous laissez aller. Donc, si j'ai pas le temps de passer au travers de la liste, on y reviendra la semaine prochaine. J'ai acheté le livre aussi, j'ai commencé la lecture. Puis je vous dirais, c'est quand même très intéressant de voir, parce que Napoleon Hill, c'est un monsieur qui est aujourd'hui décédé, mais qui a écrit beaucoup de ses trucs dans les années 30, où est-ce que c'était la Grande Dépression, beaucoup là, de morosité économique et ces choses-là. Je vous dirais que si on regarde avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est très, très, très similaire. Ça en est même un peu parfois effrayant comment les choses, l'histoire se répète de façon continue. Donc, je vais vous partager, j'ai décidé aujourd'hui d'y aller avec des slides, c'est pas quelque chose que je fais régulièrement, mais là je me suis dit avec 28 pour vous aider à suivre un peu, puis ça va être peut-être plus simple comme ça. Ceux qui l'écoutent en audio, bien évidemment, je vais mentionner chacun des points. Donc, selon la première qualité pour un bon vendeur, c'est la forme physique. Ça peut sembler bizarre, ça peut sembler un peu anodin, mais si vous avez déjà fait de la route, puis quand on parle de forme physique, c'est ce qu'on mange, son sommeil, est-ce qu'on fait de l'exercice, comment est-ce qu'on va dans sa tête, il y a aussi toute sa... qu'est-ce qu'on ingurgite, donc la nourriture, l'alcool, la quantité de café, toutes les choses qui peuvent nous affecter. Puis, je fais souvent des blagues à dire que il existe une shape de représentant. Parce que les muscles qu'on a le plus développés, c'est les muscles de la mâchoire ici. Le reste du temps, on fait pas grand-chose d'une journée. Je veux dire, un représentant, quelqu'un en vente, parle beaucoup, écoute beaucoup,
mais physiquement, c'est pas comme quelqu'un qui travaille dans un entrepôt ou quelqu'un, je veux dire, un facteur ou des choses comme ça qui se déplace beaucoup. On fait pas ce genre de choses-là. Avec une de mes clientes, on jasait, puis, tu sais, ce que j'ai fait il y a plusieurs années, moi, je m'étais pris une nutritionniste et ça avait changé ma façon de faire, dans le sens où est-ce que, tu arrives au restaurant un midi et t'as déjeuné le matin, t'as rien mangé de l'avant-midi, t'as pas pris d'eau non plus. J'arrive au restaurant, ça sent bon, fait que la première chose que tu penses à prendre, c'est un club poutine avec un coke. Je vous confirme, c'est pas très santé. Mais si tu fais ça une fois de temps en temps, c'est pas grave. Mais si tu fais ça de façon continue, ben ça va affecter. Puis, ce qui arrive, c'est que ton après-midi, t'es un peu plus lent, un peu moins dynamique. Et, ben, bien évidemment, les ventes vont s'en ressentir. Donc, première des choses, faire attention à sa forme physique, c'est la première qualité. Deuxième qualité, c'est d'avoir du courage. Courage d'agir, courage de parler, courage de dire non, courage de s'excuser. On a déjà parlé, ça, mais c'est important d'avoir du courage en vente. Ça en prend parce que ça demande que c'est une job difficile. Je veux dire, on se fait dire non souvent. Donc, il faut avoir le courage de se faire dire non. Il faut avoir le courage aussi de dire non, de mettre ses limites, de ne pas... de faire les choses qui doivent être faites, même si ça nous tente plus ou moins. Troisième point, excusez-moi, troisième point, c'est d'avoir de l'imagination. Un bon vendeur a toujours anticipé un paquet de situations, a des centaines de scénarios qui roulent dans sa tête en tout moment. Il a préparé les objections, il a préparé son contre-argument. Il a aussi imaginé la situation du client potentiel pour comprendre c'est quoi ses motivations et s'adapter à ça. Il se met aussi, grâce à son imagination, dans les souliers de l'autre, puis pour comprendre qu'est-ce qui se passe, comment ça fonctionne, ou qu'est-ce qui sont les motivations du client. Donc, l'imagination, d'avoir une certaine forme de créativité, d'être capable d'anticiper, de créer des choses dans sa tête, de créer des scénarios. J'en ai parlé dernièrement, mais de faire un cahier de jeu, ben, ça tombe exactement là-dedans. On est au niveau de l'imagination, on est au niveau de la créativité. Quatrième point, ben, c'est le discours. Puis là, je vous dirais, bien évidemment, vous avez déduit que Napoleon Hill, c'est un anglophone. J'ai pris ça, je l'ai traduit du mieux que je pouvais, mais quand on parle de discours, oui, il y a ce qu'on dit, mais il y a l'utilisation de la voix. D'avoir une voix qui est agréable. Donc, si on a une voix qui très criarde ou quelque chose comme ça risque d'irriter nos clients. D'avoir une voix claire, d'être capable de bien prononcer, de ne pas mâcher ses mots. D'avoir aussi, puis heureusement, on est sorti de ça, mais on ne sait pas si ça ne reviendra pas, le fameux masque. Faites vous assurer que même si vous avez un masque, vous projetez votre voix de façon à ce que le client n'ait pas de difficulté à vous entendre, puis à vous comprendre. Donc, moi, un truc que j'ai fait pour apprendre à vraiment projeter ma voix puis utiliser là, la caisse de résonance naturelle que j'ai, donc ma cage thoracique, ben, j'ai fait du théâtre. Dans le théâtre, il n'y a pas de micro. En tout cas, ce que je faisais, j'avais pas de micro. Donc, pour être certain que les personnes en arrière complètement de la salle m'entendent, on apprenait à bien projeter sa voix, à pousser sans crier, mais à pousser sa voix, donc d'utiliser ces choses-là, mais je vous dirais, c'est vraiment de faire attention à sa voix, à son débit, à la façon dont notre voix est reçue. Le travail acharné, qu'est-ce qui est c'est quoi du travail acharné? Ben, c'est de bien se préparer, de mettre les efforts, d'être continuellement en train de réfléchir. C'est un travail, tu sais, j'ai déjà fait un post là-dessus, mais du développement des affaires, quand est-ce qu'on fait ça? Ben, c'est tout le temps. On est toujours en train de faire du développement des affaires. Peu importe ce que vous faites, vous êtes en train de développer votre business. Que ça soit à la game de soccer de votre enfant, que ça soit au restaurant, que ça soit... Peu importe où vous êtes en train de développer de la business. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Le monde est petit. Donc, ça prend du travail acharné, mais c'est ça qui donne des résultats en bout de ligne. On arrive à la deuxième slide. Donc, la sixième qualité, la connaissance de son produit et service. Ben, c'est bien évidemment, pour être capable de vendre, il faut savoir qu'est-ce qu'on vend. Faut se former, il faut connaître les spécifications, il faut connaître qu'est-ce que ça fait pas. Il faut vraiment avoir une vue
360 degrés de ce qu'on vend. Pas seulement avoir lu un sales sheet ou la description sur le site web puis partir avec ça, mais vraiment comprendre qu'est-ce que ça fait. C'est là qu'est la différence de, de, de gagner voyons, excusez-moi. La connaissance, de connaître son produit, d'être bien formé, d'être bien préparé, ça fait la différence. Excusez-moi, c'est parce que j'ai vu René Lahaye qui revient sur le point 5, puis René parle d'un mode de vie, le réseautage intentionnel. Effectivement, René est un spécialiste de ce domaine-là, le réseautage, garder des liens vivants, ces choses-là. Ben effectivement, dans la partie, c'est un enjeu très important. Ensuite de ça, c'est croire en ce qu'il vend. Fait qu'on connaît ce qu'on vend, mais en même temps, faut avoir confiance en ce qu'on vend. En fait, je vous dirais, j'irais même plus loin que ça, il faut avoir confiance en 3 choses. Euh, si on prend, si vous êtes familier avec un diagramme de Venn, ben, il faut avoir confiance en soi. Donc, savoir qu'on est capable de vendre, on en a déjà parlé, mais capable de vendre, qu'on a des capacités, qu'on est capable de fermer une vente. Ensuite de ça, il y a avoir confiance en son produit et service. Donc, de le connaître, mais de croire en lui, de savoir que ça règle réellement un problème ou que ça l'amène de la valeur à notre client. Et d'avoir confiance en son environnement. Ça va être son environnement physique, donc c'est-à-dire d'être dans un environnement qui est favorable à la vente. Je veux dire, essayer de vendre un produit, un service pendant que le feu est pris au building, je veux dire de façon concrète, là, pas une analogie, mais si le feu est vraiment pris, on n'est pas dans un environnement sécuritaire, on n'est pas en confiance dans notre environnement, ça va être difficile. Mais outre ça, il y a aussi, quand je parle d'avoir confiance dans son environnement, c'est d'avoir confiance dans notre organisation. Donc, c'est beau d'être capable de vendre. Est-ce que l'organisation en arrière, pour qui on vend, est capable de répondre à la demande, est capable de livrer la marchandise? Fait que c'est ça aussi, quand on dit croire en ce qu'il vend, ben, c'est de savoir que ce que je vends, l'organisation va être capable de le livrer derrière moi. Puis comme je dis, ben, si vous n'avez pas confiance dans ce que vous vendez, ça va se ressentir et ça va être très, très, très difficile de fermer la vente. C'est c'est quasiment impossible de vendre si vous n'avez pas confiance. L'autre chose, le point 8, vend la meilleure solution. Ben, puis quand je vous disais que le livre date un peu, il parle d'auto, de Packard, puis de certains modèles qui n'existent plus aujourd'hui. Mais c'est de pas vendre, c'est de vendre que ce qui est nécessaire, même si le client a moyen de payer plus. Donc, de respecter son client, d'avoir une certaine forme d'éthique, de ne pas vendre parce que le client peut acheter et a le moyen d'y vendre la version plus, alors qu'il n'en aurait pas de besoin, de vendre vraiment ce que le client a besoin. Parce que un bon vendeur sait qu'un mauvais deal pour l'acheteur est encore un pire deal pour lui. Ce qui va arriver, c'est que le client, si vous ne vendez pas la meilleure solution, va s'en rendre compte éventuellement. À un certain point, il va se rendre compte que c'était pas ce qu'il avait besoin, vous y avez trop vendu de trucs, il va être déçu, il va perdre confiance en vous, puis ça va endommager la relation, même jusqu'à ne plus avoir de relation. Donc, de s'assurer de vendre la meilleure solution. Puis, ça vient rejoindre le point 9, qui est valeur et qualité-prix. Ben, de s'assurer que la valeur qu'on demande est juste. Donc, les clients, on entend souvent le client veut payer le moins cher. Je n'ai pas tendance à être d'accord avec toi. Le client veut le meilleur qualité-prix. Veut en avoir un maximum pour son argent. Veut s'assurer que pour chaque dollar qu'il dépense, le retour sur son investissement va être vraiment intéressant et que c'est pas juste dépenser pour dépenser. Donc, offrir de la valeur, c'est la qualité-prix. C'est ne pas demander plus que ça vaut. Puis de comprendre que la confiance, la durabilité à long terme de la relation, ça vaut beaucoup. Donc, tu sais, on entend des fois, là, je suis capable d'y vendre ça, ça vaut 1000, je vais y vendre 2000. Ouais, éventuellement, le client va s'en rendre compte, là. Puis, tu sais, il y a vendre la mauvaise solution. On peut penser tu sais, les vendeurs d'auto ont souvent cette réputation-là de ne pas vous vendre, de pas vendre le véhicule que vous avez de besoin, mais vendre ce qu'ils ont en cours. C'est pas vendre la meilleure solution. Puis ça se peut que ça soit pas le meilleur qualité-prix, c'est-à-dire qu'ils vous vendent beaucoup plus cher que ce que vous avez de besoin. Je vais prendre une gorgée d'eau, puis on va passer au point 10.
Connaissance de l'acheteur potentiel. Donc, le bon vendeur connaît son acheteur potentiel. Donc, vous êtes familier avec les couleurs, donc il y a déjà une idée de à qui il s'adresse, quel type de couleur il est, comment est-ce qu'il va lui parler, parce qu'on sait qu'on ne s'adresse pas à tout le monde de la même façon. Il y a des gens où est-ce que... il y a des gens, s'ils te demandent l'heure, il faut que tu leur expliques comment c'est bâti une montre, puis il y en a d'autres qui veulent juste savoir comment, quelle heure qui est, ils veulent pas savoir comment bâtir une montre. Donc, excusez-moi, c'est parce que j'ai un... exceptionnellement, ce matin, moi j'ai un co-animateur qui est couché à mes pieds, un Golden Doodle de 8 ans qui répond au nom de Monsieur, et là il bouge un petit peu, donc ça m'a déconcentré. Désolé de ça. Donc c'est ça, là, il connaît son acheteur potentiel, il connaît les motifs d'achat, et il est capable de créer le motif d'achat. Donc pourquoi est-ce que le client veut acheter quelque chose? C'est quoi son but? Qu'est-ce qu'il désire faire avec ça? Pourquoi est-ce qu'il veut acheter de vous ou acheter point? Donc c'est ce genre de choses-là. Puis il comprend bien. Le point 11, qualifie l'acheteur potentiel. C'est un point, selon moi, qui est très, très, très important, qui fait une énorme différence, de savoir, de qualifier votre acheteur. Donc, le client vous qualifie aussi, veut savoir si vous êtes la bonne personne, si on a parlé, est-ce que vous avez fait la bonne solution, est-ce que le prix est honnête et juste, est-ce que le rapport qualité-prix est là. Donc, il y a ça, mais de l'autre côté, nous, il faut qu'on qualifie l'acheteur aussi. De s'assurer que le client, de un, a la capacité de payer. Je vais te parler de vendeur d'auto. Vous avez sûrement tous déjà entendu des histoires de... le vendeur a fait sa job dans le bureau, il a vendu le véhicule, il a tout vendu. Le client s'en va rencontrer le directeur ou la directrice finance et le fameux, il n'a pas passé au crédit. Ben ça, c'est un problème de qualification. Si tu avais posé des questions au départ, on n'en serait pas là, puis l'organisation n'aurait pas perdu du temps, tu n'aurais pas perdu du temps, le client n'aurait pas perdu du temps, on aurait vendu la bonne chose au bon client. Donc, qualifier est primordial. C'est de s'assurer que le client a la capacité de payer. Donc, d'une façon ou d'une autre, que votre produit, votre service, il est capable de se l'offrir, que ça répond à ses besoins. Donc, est-ce que vous êtes vraiment la meilleure solution pour ce que le client désire obtenir, ou est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ailleurs qui pourra être plus efficace que vous? Puis, pourquoi est-ce qu'il veut acheter? Donc, on revient au pourquoi, on revient au motif, mais c'est de poser beaucoup de questions pour s'assurer qu'on sait qu'est-ce qui fait que le client désire aller de l'avant avec ça. Neutralise l'esprit de l'acheteur. Je vous dirais que j'aime moins ce titre-là, mais à quelque part, ça veut dire que on a mis l'acheteur dans un état d'esprit positif, qui est à même d'acheter, donc qui n'est pas en négation, qui est dans un bon mindset pour acheter. Puis dans le livre, ce que j'ai trouvé intéressant, il dit que pour fermer une vente, avant de fermer une vente, il faut ouvrir l'esprit du client. J'ai trouvé ça quand même intéressant, donc je voulais vous le partager avec vous, mais c'est de prendre le temps de positionner le client, de poser vos questions, qu'il soit dans un état d'esprit positif pour que la transaction se fasse bien. Ensuite, capacité de conclure la vente. Ben, je viens de parler d'ouvrir l'esprit pour conclure la vente. Je vous dirais que ça, c'est peut-être plus artistique. Un bon vendeur va le ressentir quand c'est le moment d'aller fermer la vente. Quand tous les éléments sont là, quand le client est dans le bon état d'esprit, la qualification a été faite, le prix a été entendu, ben, on est capable de conclure la vente. Mais c'est rarement quelque chose qui se dit. Un bon vendeur, il demande pas souvent la vente. Il va assumer que le client est prêt à acheter et il utilise le pouvoir de suggestion pour arriver là. Il évite surtout de clore la vente tant qu'il n'est pas 100% certain qu'il va l'avoir. Donc, de vouloir rusher les choses, aller trop vite dans un processus de vente, ça aide pas personne. Prenez votre temps, prenez le temps d'avoir qualifié votre client, d'avoir répondu à ses questions, d'avoir senti que là, le client est prêt puis qu'il a pratiquement la main sur sa carte de crédit, ben là, c'est le temps d'aller chercher la vente.
Le point 14, avoir une personnalité agréable. Vous connaissez peut-être Sylvain Boudreau qui parle de sympathique et professionnel. Ben ça, c'est le côté sympathique de ce que Sylvain mentionne depuis de nombreuses années. D'avoir une personnalité agréable. Donc, d'être capable d'entretenir une conversation. euh, de, euh, D'être capable de s'ajuster, de communiquer de façon efficace avec un client. Puis c'est aussi euh, comprendre que le client achète votre produit, votre service, mais il achète beaucoup vous aussi. Donc, de vous assurer que vous êtes capable de créer une connexion avec votre clientèle. Je sais qu'il y a certaines personnes qui vont s'identifier comme des introvertis, des extrovertis, peu importe. On est des humains, on a cette capacité à créer des relations. Ben, je vous dirais, c'est quelque chose qui est primordial, d'avoir une personnalité agréable. Euh, je veux dire, on revient, mais d'avoir une personnalité désagréable, si vous êtes abrasif, si vous êtes hargneux, ben, la clientèle va le savoir, puis ils vont se tourner vers quelqu'un avec qui c'est beaucoup plus agréable, beaucoup plus facile de faire la vente. Les gens aiment les choses qui sont faciles, aiment les choses qui sont agréables. Le cerveau est un organe de plaisir, donc organisez-vous pour que vos clients trouvent ça agréable de faire de la business avec vous. Sens du spectacle. Un bon vendeur a la capacité de donner un show, de se mettre en valeur. En anglais, il parle de showmanship, c'est-à-dire d'être capable de raconter une histoire de façon à ce que son audience, son auditoire, son client veuille savoir ce qui va se passer. Et capable de mettre de donner un show. Puis là, je pense à mon compétiteur préféré, Dave Cameron. Quand je suis allé le voir à LinkedIn Local Laval, Dave nous a fait un Rocky Balboa de lui, avec les gants, il est en avant, il boxe. Ben Dave, là, naturellement, c'est un showman. Il y a quelque chose qui le différencie, puis c'est ce qui fait qu'il a connu beaucoup de succès dans sa carrière. On n'est pas obligé de tous être comme Dave puis d'avoir ça en nous, mais d'être capable de raconter une histoire, d'être capable de positionner comment vous allez le vendre, comment vous allez le présenter, c'est très important pour le client, puis d'être capable aussi de mettre l'emphase sur ce qui est important pour votre client. Qu'est-ce qui va lui amener de la valeur? Sur quoi est-ce qu'il va accrocher? Puis de préparer votre présentation en fonction de ça. Donc, d'avoir des moments hauts, des moments un peu plus tranquilles, des moments hauts, bâtir ça comme un film, comme un spectacle, que vous ayez voir des spectacles de musique, des spectacles des pièces de théâtre, un film. Les histoires sont toutes à peu près créées pareilles. Donc, il y a des points plus hauts, des points un peu plus tranquilles. Bâtissez vos présentations de vente dans le même mindset. Euh, Ensuite, contrôle de soi. Garder la tête froide, pas réagir avec émotivité. Je le dis souvent, mais en vente, tout peut et va arriver. Okay? Si vous faites de la vente assez longtemps dans différents domaines, vous allez avoir un bagage d'expérience assez extraordinaire, avec un paquet de choses plus ou moins, comment je dirais, farfelues qui risquent de vous arriver. Mais c'est aussi d'avoir un contrôle de soi quand on se fait dire non. Je ne sais pas si je vous ai déjà parlé de ça. Un compétiteur qui s'est fait sortir, il est en train de gagner le deal, puis il a comme perdu le contrôle à un moment donné, c'est venu Crunchy, puis le client a décidé d'aller avec nous. Et le compétiteur, en bon français, l'a échappé. Puis là, tu sais, il n'y a rien qu'il n'a pas dit, il crie. Je veux dire, ça manque de professionnalisme. Fait qu'on revient à ce que Sylvain Boudreau dit souvent, sympathique, faut l'être, mais le contrôle de soi, on rentre dans le professionnalisme aussi. C'est de la business, c'est pas dirigé à nous, c'est une décision d'affaires. Donc, de garder un certain contrôle, d'être capable d'accepter les victoires, de bien gagner, puis d'être capable d'accepter les défaites aussi, parce que ça va nous arriver. De vivre ça. J'ai Kevin Bélanger qui dit, pour revenir au sens du spectacle, d'étendre l'atmosphère avec humour, effectivement. Dans le sens du spectacle, ça peut être ça aussi, là, d'être capable de positionner son humour, ses blagues, ses commentaires de façon à ce que ça fasse avancer la transaction. L'initiative. Un bon vendeur, si vous en avez déjà eu, si vous en êtes un vous-même, t'as pas besoin de lui dire quoi faire. Il a déjà
une idée de ce qu'il doit faire pour atteindre son objectif, pour atteindre son but. C'est pas quelqu'un que tu as besoin de prendre par la main puis de lui montrer où aller chercher ses choses. Il va s'en occuper tout seul. Il y a un sens d'entrepreneur et ou d'intrapreneur. Donc, c'est quelqu'un qui, en anglais, on parle de self-starter. Un bon vendeur, il sait où est-ce qu'il s'en va, puis tu le laisses aller. Puis je vous dirais, c'est souvent une caractéristique aussi des vendeurs. Ont besoin de supervision minimale. Puis si on est trop en arrière, trop en train de, par-dessus leur épaule, à toujours regarder, ça fonctionne pas. Du moins, je sais que moi, j'étais comme ça quand j'étais sur la route, quand j'étais représentant. D'avoir quelqu'un, puis encore aujourd'hui, je vous dirais, d'avoir quelqu'un par-dessus mon épaule qui vérifie tout ce que je fais, c'est pas pour moi. Ensuite de ça, d'être tolérant. Faut avoir, puis je mets ça avec avoir l'esprit ouvert sur tous les sujets, sur toutes les situations. On ne sait pas. Il faut rentrer en vente. La personne qu'on a en avant de nous, le client potentiel, c'est une personne intelligente. Donc, son opinion a une valeur. Ses croyances ont une valeur. Je vous dirais qu'à ce moment-là, prenez le temps de respecter ce côté-là, d'être tolérant envers de son opinion, de sa façon de voir les choses, puis essayer surtout de comprendre d'où ça vient, pourquoi il fait ça. Tout est une question de perspective dans la vie. Ben, prenez le temps de regarder, d'essayer au moins de voir la perspective de l'autre. Ensuite, avoir une pensée juste et claire. Je vous dirais, un bon vendeur, on parle de l'instinct du vendeur, puis on ressent, puis il y a un côté artistique, puis il y a un côté, j'en parlais tantôt, quand c'est le temps de clore la vente, d'être beaucoup plus dans le senti. Mais au niveau de la pensée juste et claire, pour être un bon vendeur, il faut se reposer le plus possible sur des faits. Et de ne pas faire de ce qu'on va appeler de guess s'il y a des données disponibles. D'aller chercher les données, de se baser sur des faits pour prendre une décision. Ensuite, la persistance. Dans les premiers qu'on parlait tout à l'heure, j'ai parlé du travail acharné. Ben, la persistance va dans ce sens-là aussi. C'est-à-dire d'être tenace. On va se faire dire non. Non n'est pas nécessairement la fin de quelque chose, c'est souvent le début de quelque chose d'autre. C'est de comprendre pourquoi est-ce que c'est un non. Est-ce que c'est un non définitif? Est-ce que c'est un non pas maintenant? Est-ce que c'est un non pour éviter, pour s'en sortir facilement? C'est toutes des choses qui se peuvent. Je jasais avec un client dernièrement, puis dans le côté persistance tenace, on s'est dit la même chose. Puis c'est drôle, on s'en était pas parlé avant, mais on en est venus les deux à la même conclusion. En 2022, quelque chose qu'on me dit c'est impossible. En fait, on est au niveau de TI, mais quand on dit quelque chose, le mot impossible pour un bon vendeur n'existe pas. Il y a une façon de le faire. On ne sait pas comment le faire. Ça, c'est possible. Mais que quelque chose soit 100% impossible de faire, c'est assez rare comme exemple, ou comme situation. Puis, c'est que dans la persistance, c'est qu'il reconnaît aussi que le non, c'est souvent la voie la plus facile pour un client pour faire de l'évitement. Donc, pour couper court, parce que c'était pas le bon moment, parce qu'il y avait plein de choses. Donc, il va dire non. Donc, un bon vendeur sait ça et agit de ce côté-là. Foi en lui, en client, en sa vente, ben j'en ai parlé un peu tantôt. Puis j'ai mis foi entre guillemets parce que c'est pas au sens religieux, c'est pas au sens, je dirais, ésotérique, mais c'est au sens que je pourrais changer foi par confiance. Comme j'ai dit, confiance en lui. C'est qu'il peut vendre. Il a confiance en son organisation, il a confiance en son produit. Il a confiance à son client aussi. Il sait que son client va faire la partie de son deal, va être capable de remplir sa partie, puis qui est capable, lui, de conclure la vente, qui est capable de vendre. L'autre point, habitude d'observation. Je pense que c'est un des plus importants, ou en tout cas, c'est un trait caractéristique de plusieurs bons vendeurs que j'ai vus. C'est des gens qui voient tout, les micro-détails, ils entendent tout. C'est souvent même de l'overload, de la surdose d'informations que ces gens-là sont capables de prendre, mais ils voient tout. Les petits détails, les micro-mouvements dans le visage, le choix de mots dans un courriel,
les expressions faciales, le mouvement, comment la personne s'exprime, le rythme, c'est toutes des choses qu'il va noter. Tout ce qui se dit, les mots utilisés, les mots ont une signification, ont un sens, ben, quel mot a été utilisé, pourquoi, dans quel contexte, c'est des choses qui vont être notées. Puis, c'est quelqu'un qui est capable aussi d'analyser et de faire des déductions ou d'en tirer des conclusions. Donc, on a observé, on a vu qu'est-ce qui s'était passé, mais on n'a pas juste noté, on sert de cette information-là pour avancer. En donner plus. Un bon vendeur a compris très très tôt que encore là, en anglais on dit under promise, over deliver. Donc, t'en promets moins puis t'en donnes plus à ton client. Que ça soit une plus grande quantité que le client s'attendait, une meilleure qualité. L'idée en arrière de ça, c'est de profiter de la loi des retours croissants. Donc, tu donnes quelque chose à ton client, ça va te revenir. Parfois, c'est pas directement dans le même canal que ça revient, mais les choses finissent toujours par nous revenir. Donc, un bon vendeur a pris l'habitude d'en donner plus à son client. Encore là, on vient rechercher au niveau de la valeur du qualité-prix, de vraiment donner ce que le client demande, et même plus, c'est ce qui fait la différence. Profiter des erreurs et des échecs. Ben, comme je l'ai dit, on va se faire dire non. Il n'y a pas de vendeur qui a un taux de closing de 100%. En fait, peut-être, mais ça ne dure pas dans le temps. Puis, j'aurais tendance à vous dire que quelqu'un qui vend, qui a un taux de closing de 100%, il y a quelque chose de louche en dessous de ça. Donc, il y a des erreurs qui vont se produire, il y a des échecs qui vont se produire. Ce qui est important, c'est d'apprendre de ces choses-là, d'apprendre de ses propres erreurs, d'apprendre des erreurs de son organisation, donc de ses collègues, de ses compétiteurs aussi. Donc, qu'est-ce que les autres ont fait, qu'est-ce qui n'a pas marché, puis au lieu de repasser dans la même place ou dans le même trail, ben d'apprendre de ces choses-là. Il y a aussi toute une notion de mastermind, que je trouve très intéressant au niveau du mastermind, puis je pensais pas que, on parle d'un livre de 1930, on est en 2022, vous entendez parler comme moi de mastermind un peu partout, tout le monde en a, je dois recevoir des invitations 2 à 3 fois par semaine pour en participer à un. Ben, en 1930, quand le livre a été écrit, il parlait déjà de ça. L'idée derrière ça, c'est de mettre les connaissances, les compétences, l'énergie de plusieurs personnes ensemble pour atteindre un but. Donc, un bon vendeur sait que lui seul, c'est pas la meilleure façon, et est capable de grouper des gens autour de lui pour augmenter ses capacités, augmenter les qualités, en livrer plus. On revient, mais en donner plus à son client, mais ça va passer aussi par le mastermind. Moi, dans ma tête, j'ai un certain niveau d'idée. Mais en me greffant des gens autour de moi, en sélectionnant bien ces gens-là, ça peut être des gens qui me ressemblent, comme des gens qui sont complètement opposés aussi parce qu'ils vont me faire voir les choses différemment. On revient encore à avoir une ouverture d'esprit. D'avoir dans un mastermind, c'est que ça me permet d'offrir des solutions qui sont encore plus adaptées, beaucoup plus intéressantes aux clients. Un objectif clair. Un bon vendeur, c'est ce qui... Tu sais, je disais, on n'est pas besoin d'y expliquer où est-ce qu'il s'en va, qu'est-ce qu'il y a à faire. C'est un self-starter. Il y a de l'initiative. Il y a de l'initiative parce qu'il sait exactement où est-ce qu'il s'en va. Il sait c'est quoi son objectif. C'est un objectif SMART, donc spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Ça peut être quelque chose comme un quota de vente, un nombre d'appels à faire par jour, mais il y a toujours un objectif très, très, très clair pour atteindre pour être un bon vendeur. Moi, je pars pas un projet de vente sans savoir c'est quoi l'objectif. C'est la clé de voûte de tout projet de vente. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut rajouter un client, on veut rajouter 200 000 sur le chiffre d'affaires, qu'est-ce qu'on veut faire? Parce que si on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va, on risque de virer en rond. Donc, un bon vendeur a un objectif clair dès le départ. La loi de l'or, applique la loi d'or. La loi d'or, dans le fond, c'est de te mettre dans les souliers de l'autre, de faire preuve d'empathie, de comprendre qu'est-ce que l'autre vit, c'est quoi sa situation, comment il se sent pour adapter ton message, adapter ta solution en fonction de ce que ton interlocuteur vend. Et, excusez-moi, le 28e et dernier point, c'est de l'enthousiasme.
Ça prend de l'enthousiasme, de l'enthousiasme, de l'enthousiasme. Tu sais, on l'a dit, tu crois en ce que tu vends, tu es une personne sympathique, tu es professionnel, mais tu es sympathique, les gens veulent faire affaire avec toi, donc il faut en déborder, il faut déborder d'enthousiasme. Puis tu sais, il n'y a pas personne qui achète de quelqu'un qui est morne, qui est plate, qui est beige, tu sais. Un vendeur avec la même personnalité qu'un petit Corolla beige, sa carrière de vente ne sera pas très longue. T'sais, on n'achète pas. Un Corolla beige, ça n'a pas de personnalité, ça n'a pas d'enthousiasme, c'est pas quelque chose de wow. Ben, ça va être difficile d'acheter de quelqu'un qui a une personnalité comme ça. Ben, assurez-vous que quand vous allez vendre, vous êtes dans le meilleur état d'esprit, que vous croyez dans ce que vous allez vendre, que vous êtes enthousiaste et que vous savez que ce que vous vendez apporte de la valeur à votre client. Ça fait, écoutez, je pensais que ça allait me prendre un peu plus de temps que ça, mais ça a super bien roulé ce matin. Donc, ça fait le tour des 28 points. Si vous voulez, dans le fond, on parle de forme. Le premier, c'était la forme physique, le courage, l'imagination, le discours, la voix. Ensuite, on parle de travail acharné, de connaissance de ce qu'on vend, de confiance en ce qu'on vend, de vendre la meilleure solution, d'offrir de la valeur, de connaître son acheteur potentiel, de le qualifier, de neutraliser l'esprit, donc c'est-à-dire de mettre le client dans un état d'esprit qui est positif, d'être capable de clore la vente. Donc c'est beau de faire toutes ces choses-là, mais qui est capable d'aller chercher sa vente éventuellement. Qui a une personnalité sympathique, qui a un sens du spectacle, qui a du contrôle de soi, qui prend de l'initiative, qui est tolérant, qui a une pensée juste et claire, qui est persistant, qui a confiance, qui a foi en lui, qui a un sens de l'observation très développé, qui en donne plus que le client s'attend, qui profite de ses erreurs, qui apprend de ses erreurs, qui utilise les connaissances communes, donc qui fait du mastermind, qui a un objectif clair, qui applique la loi d'or et qui vit de l'enthousiasme. Qui est enthousiaste. Donc, c'est ce qu'on avait pour cette semaine, les 28 qualités d'un vendeur selon Napoleon Hill. Je vous remercie d'avoir été présent. Ça a été toujours agréable de vous avoir. Je vais prendre le temps de lire vos commentaires, vos questions et y répondre plus tard aujourd'hui. Si vous avez des questions, commentaires, insultes ou injures, je vous invite à me les faire parvenir à info@commercialnomisco.ca. La meilleure façon de me connecter ou connecter avec moi, c'est via LinkedIn. Simon Harvey, c'est assez facile de me trouver. C'est une caricature en orange de ma face barbue. Il n'y en a pas deux comme ça, fait que vous ne devriez pas vous mêler. Vous pouvez aussi prendre contact directement dans mon Calendly à calendly.com/nomisco. Le show que vous écoutez est disponible sur YouTube, sur LinkedIn, sur Facebook. Il est aussi disponible en podcast sur Spotify, sur Google Podcast, Apple Podcast et un paquet d'autres. Donc, je vous invite à aller l'écouter et à vous abonner. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, des belles ventes, puis on se reparle lundi prochain pour le 29e épisode du meeting des ventes du lundi. Bonne semaine tout le monde. Bye!